C'est avec une grande joie que je retrouve aujourd'hui une très ancienne amie. Nous avons fait le compte hier que nous nous connaissons depuis quelques décennies. En tout cas, voilà, qui est Ilona Kovač. Alors, Ilona Kovač est professeure dans le département de littérature française à l'université de Szeged, en Hongrie, où je suis en ce moment, et elle m'accueille de manière très sympathique dans son appartement pour effectuer l'enregistrement. Il sera question de Giacomo Casanova, le grand Casanova, aventurier et écrivain. Je rappelle que Casanova est né en 1725 et qu'il est décédé en 1798. Alors, qui est Ilona Kovač? Alors, Ilona Kovač, à l'époque où nous nous sommes rencontrés, travaillait sur les manuscrits français de François de Rákóczi, qui est un prince à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, si je puis dire. Fait, oui. Voilà. Ben, tu peux peut-être en dire un tout petit mot maintenant. Ça veut dire qu'il a été le chef d'une guerre d'indépendance contre les Habsbourg. Et cette guerre d'indépendance s'est déroulée entre 1703 et 1711. Et puis après, il s'est exilé d'abord en Pologne, et puis en France, et ensuite en Turquie. Donc c'est une vie très mouvementée, une carrière tout à fait intéressante. Mais enfin, il a écrit beaucoup d'œuvres là, dans l'exil, en Turquie surtout. Mais avant en France aussi, chez les Camaldus de Grosbois d'ailleurs. Et c'est un prince enfin qui a pris la direction d'une guerre d'indépendance enfin qui était menée contre les Habsbourg. C'est ça. Et alors toi, avec Köpetzi, si mes souvenirs à l'époque, voilà, vous avez édité et traduit ces mémoires. Hein, je me souviens d'en avoir une édition que tu m'avais gentiment offert, où le texte était à la fois en français, en latin et en hongrois. Je me souviens qu'il y avait trois langues. Hein. Ça dépend, parce que là, il a rédigé en trois langues. Oui. En latin, en français et en hongrois. Enfin, en hongrois, c'est le minimum. Mais les mémoires, c'est justement, ça a été rédigé en français, parce qu'à l'époque, c'était la langue de communication de toute l'Europe, et il a visé un peu un public européen. Mais il y a d'autres œuvres que nous avons éditées aussi, qui ont été enfin écrites en latin, puis par exemple, plusieurs commentaires sur l'Évangile, sur l'Ancien Testament, et puis dans les correspondances et tout cela. Donc là, il y avait une partie française qui est très importante. C'est ça. Et à l'époque, tu étais chercheur à l'Académie des sciences de Budapest. Hein. Exactement. Voilà. Oui. Donc ça remonte à l'époque communiste. Hein. Communiste, voilà, tout à fait. Socialiste aussi, on peut dire, sous Kadar. Sous Kadar. C'était le régime Kadar. Voilà, en tout cas c'était avant la chute du mur. C'est ça, voilà, avant 89, donc dans les années 70 et 80. C'est ça. Alors, on peut dire, parce qu'on ne va pas évidemment faire l'inventaire de tout ce que tu as pu publier comme chercheur depuis pendant ta carrière, cela va de soi. Pour essayer de résumer en quelques mots, on peut dire que tu t'es surtout intéressé au genre autobiographique dans la littérature hongroise et française des 18e et 19e siècles, mais au départ, à la fin de tes études, de ta maîtrise, tu avais travaillé déjà sur Proust, sauf erreur de ma part. Ce qui ne doit pas être évident, j'imagine, parce que déjà Proust n'est pas simple pour des francophones, mais alors là, quand on est hongroise, même si on est spécialiste du français, ça demande quand même un regard particulièrement acéré, d'autant plus que c'est quand même une langue qui n'est pas toujours si simple, et surtout la fameuse syntaxe avec ces longues phrases qui sont bien connues et qui font partie de la légende de Proust. Hein. Voilà. Mais j'étais une lectrice passionnée de Marcel Proust, donc j'ai fait mon mémoire de maîtrise, mais puis après, comme chercheur, là, j'étais obligée de m'occuper de quelque chose de hongrois,
Donc c'était à la fois le prince Rákóczi qui était d'origine hongroise et prince de Transylvanie, mais qui avait rédigé pas mal d'œuvres en latin et en français, et très souvent dans les deux. Donc parallèlement. Et ça, c'était le sujet de ta thèse doctorale? Oui, tout à fait. Exactement. Les manuscrits français que j'avais édités, pour des éditions critiques d'ailleurs, qu'on avait publiées ici. Et c'était les manuscrits français que j'avais publiés dans l'intégralité. Voilà, alors nous allons faire un très rapide saut dans ta carrière pour parler du cours que tu donnes encore à l'université de Szeged, donc en Hongrie, Oui. Et qui porte sur l'évolution des genres littéraires au XVIIIe et XIXe siècle dans la littérature française, avec une spécialité plutôt pour deux de ces genres, c'est-à-dire la prose et le théâtre. Tout à fait. Donc, curieusement, mais je me suis toujours retrouvée avec des autobiographies, que ce soit des mémoires, des confessions ou autre chose, que ce soit le prince Rákóczi ou George Sand ou Casanova. Là, c'était toujours le genre autobiographique, auquel je me suis intéressée. Et donc, j'ai traduit et j'ai travaillé sur des auteurs, qui ont publié des mémoires. C'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser, comme je l'ai indiqué dans le préambule, à Casanova lui-même. Alors nous avons convenu ensemble, hors caméra, d'un entretien comprenant 5 points. Tout d'abord, nous allons partir de ton intérêt pour les mémoires de Casanova sur le plan littéraire et historique. Dans un deuxième temps, nous allons aborder le problème des traductions. Ensuite, tes travaux récents sur Casanova et le cinéma. Dans un quatrième temps, il sera question des mythes et légendes autour de Casanova en Europe centrale, c'est-à-dire dans le cadre de la monarchie austro-hongroise. Et enfin, nous terminerons, ce qui paraît tout à fait logique, par la réception de l'œuvre, mais plus particulièrement en Hongrie. Alors, je te propose de commencer tout de suite par le premier chapitre, si je puis dire, à savoir de quand, dans quel contexte et pourquoi t'es-tu intéressé aux mémoires de Casanova? Voilà, donc quand j'étais étudiante, et j'avais 2 spécialités à la faculté des lettres de Budapest, c'était le hongrois et le français. J'ai trouvé dans un antiquarium, ici c'est les librairies d'occasion et tout, je suis tombée sur les mémoires de Casanova qui ont été édités en livre de poche. C'est le tiers là, des mémoires par Jacques Bronchu, un médecin, et jusqu'à la fin de la fuite des plombs, parce que là c'est un épisode qui est particulièrement célèbre. Donc je suis tombée, j'ai acheté ça dans un antiquarium pour rien. Et on peut dire que je suis tombée amoureuse, en quelque sorte, là, de cet écrivain que j'ai trouvé Tombée amoureux de Casanova, c'est un programme. Oui, il y a beaucoup de femmes, parmi les casanovistes. Il y a beaucoup plus de femmes, en fait, que d'hommes. J'ai pas de statistiques, mais les grands casanovistes sont très souvent des femmes. Et donc, là, comme lectrice de Casanova, j'ai réalisé que c'était un très bon écrivain. Moi, je suis très sensible là aux écrivains comme Stendhal, comme Schall et d'autres, qui parlent un peu en même temps qu'ils écrivent. Donc, qui transcrivent en quelque sorte là la parole vivante dans l'écrit. Et Casanova est tellement, dans ce genre-là, que non seulement on a l'impression, qu'il raconte quand on lit là ses textes, mais aussi on avait attribué pendant longtemps à Stendhal les mémoires de Casanova pour la même raison, parce que Stendhal pratiquait le même genre très vivant et pas toujours correct. Donc ça veut dire que c'est pas la correction dans le français qui compte, mais la vivacité du récit, que le lecteur sente tout à fait que c'est un récit fait de vive voix, et que c'est une parole, qui parle à l'oreille. Et donc là, j'ai réalisé très vite que Casanova est quelqu'un qui récitait très bien ses aventures. D'ailleurs, il vivait là-dessus à l'époque, puisqu'il était invité à des tables royales même, par exemple à celle de Louis XV.
mais qu'il racontait ses histoires, sa fuite de la prison des plombs, ses aventures amoureuses ou ses idées philosophiques, parce qu'il s'intéressait beaucoup aussi à la philosophie, et que c'était un écrivain, là, au même titre qu'un aventurier. Et c'est pour ça que j'avais organisé, avec l'appui de l'Institut français de Budapest et d'une conseillère culturelle, enfin qui était elle aussi lectrice passionnée là, des mémoires, qui ont d'ailleurs pour titre « Histoire de ma vie ». Donc, elle était tellement intéressée par le sujet qu'elle avait fait venir par mon entreprise là tous les grands casanovistes de l'époque. Et donc, c'est en 1995 qu'on avait organisé en quelque sorte la première grande colloque internationale sur Casanova, et où plusieurs Italiens et Français se sont posé la question, pourquoi les Hongrois? Pourquoi les Hongrois, ils s'intéressent tellement là, à ce personnage, à cet aventurier? Et bon, enfin, j'essaierai d'apporter quelques réponses, quelques hypothèses là, à la question. Mais je tiens à dire que, donc, bien avant le bicentenaire de la mort de Casanova, en 1798, où là, toute l'Europe s'est mise un peu à découvrir, en quelque sorte, là, ses créations littéraires, d'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement de ses mémoires, mais il a écrit aussi un roman utopique qui s'appelle Icos Ameron, et qui est tout à fait intéressant. Puis il y a des poèmes, enfin il y a énormément de branches là dans son œuvre. Donc avant cette date-là, nous avons fait ce colloque où on s'est mis un peu d'accord sur le fait que c'est un écrivain intéressant au même titre que le personnage a des côtés particulièrement bizarres, comme aventurier, comme inventeur, comme donneur d'idées, là, et un esprit polyvalent. Est-ce que c'est à l'occasion de ce bicentenaire que le catalogue que j'ai devant les yeux a été publié? Explique-nous un petit peu. Ben voilà. Parce qu'on va peut-être montrer ce catalogue auquel tu as participé. Oui. Alors, je le montre devant la caméra. Et puis alors, après, explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, mais on pourrait peut-être montrer aussi mon oui, article. Alors je vais montrer ton article. Qui a été rédigé là sur les festins de Casanova. Voici. Ça a été cette exposition à la Bibliothèque nationale de France, oui. Donc à la TGB, la oui. Bibliothèque François Mitterrand, qu'on avait organisé un très grand colloque international et une exposition aussi là sur les manuscrits de Casanova qui ont été offerts en février 2011 là par un mécène enfin qui a tenu à être dans l'ombre, donc anonyme. Et donc maintenant les manuscrits de Casanova sont entrés là du département des manuscrits de la BN. Et ils sont d'ailleurs tout à fait accessibles sur le site Gallica. Également, parce que là, celui-là, enfin l'éditeur qui avait possédé les manuscrits, avait un projet qui n'a jamais été réalisé, de sortir un CD, ou un CD-ROM, plus exactement, avec les manuscrits numérisés. Donc c'était déjà à peu près fait. Et donc, Casanova est tombé dans le domaine public absolument, et il y a beaucoup de chercheurs qui s'y sont mis, mais c'était une équipe, disons, d'anciens casanovistes déjà, qui ont organisé l'exposition et ont rassemblé les gens un peu spécialistes là pour ce catalogue. Et là, moi, j'ai travaillé sur les festins de Casanova, parce qu'il avait cette spécialité très sympathique que quand il avait de l'argent, et enfin il en avait beaucoup à certains moments et pas du tout à d'autres, mais quand il était riche pour ainsi dire, même si c'était éphémère, là il invitait tout le monde. Donc il y avait une table d'hôtes
où il donnait des festins, des dîners, il finançait vraiment des rencontres amicales aussi, mais autour de sa table, une table d'hôtes. Donc les festins de Casanova, c'est un peu l'image ou l'expression de sa convivialité. Ça veut dire que lui aussi, il était habité par des aristocrates, de grands seigneurs, par Louis XV aussi en personne, pour parler de ses aventures. Et donc il était généreux et tout à fait accueillant, déjà pour communiquer là, tout ce qu'il avait vécu à Venise, puis enfin lors de ses voyages. Et donc il a raconté aussi ou bien ses aventures amoureuses, ou bien sa célèbre fuite des plombs, dont il avait fabriqué, pour ainsi dire, un récit de 2 heures et demie, parce qu'il avait calibré là cette histoire de sa fuite des plombs. Une petite incise, parce que peut-être notre public dans son ensemble ne connaît pas cet épisode. Ça situe, je connais la réponse bien sûr, mais c'est pas pour m'informer moi-même ici. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que les plombs, bien entendu, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, et à quel moment ça se situe, en quelle année, enfin à quel moment? Tout à fait. Voilà. Alors son arrestation, c'est en 1756. Oui. Et puisqu'il était vénitien, et c'était sa patrie, enfin son pays d'origine, pour ainsi dire, bien qu'il ait rédigé en français là, ses mémoires et son roman aussi. Donc la prison des plombs, là, ça c'était une institution à Venise où les inquisiteurs, enfin qui contrôlaient à l'époque déjà beaucoup toute la vie commerciale et intellectuelle là, de la République de Venise, là, ils l'ont arrêté pour des raisons qui étaient tout à fait obscures à l'époque. Maintenant, on peut savoir à la suite d'une dénonciation il y avait une dénonciation aussi. Parce que quand on est à Venise, il y a la fameuse Bocca della Verità, qui est dans le palais des Doges, si mes souvenirs c'est à cet endroit-là. Et déjà, c'était l'endroit où donc n'importe quel citoyen, de manière anonyme, pouvait dénoncer un citoyen qui n'était pas très orthodoxe, voilà, si je puis dire. Pas conforme voilà. aux règles, mais c'était plutôt une dictature à l'époque. C'est ça. Une république, mais c'était pas par la Bocca de la Vérité, c'était beaucoup plus concret. C'est qu'il y avait des espions là, qui étaient enfin payés par les inquisiteurs, et c'était un certain Manuzzi enfin qui s'est lié d'amitié avec Casanova, enfin qui avait des rapports complètement interdits avec des diplomates étrangers. Et dans son cas concret, c'était déjà enfin ses rapports avec Berni, qui était à l'époque ambassadeur de la France à Venise. Ils avaient des histoires d'amour communes. Ça, c'est un grand épisode là des mémoires et de sa vie, mais c'était interdit. Puis il s'intéressait à des manuscrits enfin qui passaient pour appartenir à la magie noire, au mysticisme et tout, et c'était aussi enfin mal vu. Ça sentait le soufre. Exactement. Et bon, il aurait mal fini, enfin, s'il n'avait pas échappé. Et il a été vraiment le premier à réussir une fuite de cette prison des plombs. C'est une grande histoire, parmi les fuites aussi. Et il en a fabriqué le récit quand il a réussi d'en sortir. Et puis après, en France et ailleurs aussi, il a été exilé, il ne pouvait pas rentrer à Venise. Ce qui était une grande blessure d'ailleurs. C'est peut-être à l'origine de ses mémoires aussi d'expliquer comment enfin, tout ça s'est passé. Bon, il y a d'autres motifs également, mais il en a fait un récit qui a dû durer au moins 2 heures et demie, avec tous les détails. Et quand on l'a pas laissé parler autant, il était tout à fait offensé.
Alors, tu as parlé tout à l'heure des festins. Oui. J'imagine qu'il y a un rapport avec le titre que je vais montrer maintenant devant la caméra. Donc, Casanova, plaisir de bouche, édition présentée par Ilona Kovač. Dans cette petite édition très très démocratique, puisque à l'époque je vois qu'il est indiqué 10 francs français, mais aujourd'hui c'est 2 ou 3 euros en tout cas pour acheter. C'est 2 euros maintenant. Voilà, je sais que voilà. C'est ça. Donc je vais montrer ce petit livre-ci que l'on peut se procurer donc aisément pour toutes les bourses. Voilà. Oui. Tu souhaitais faire un petit commentaire à propos de ce livre peut-être? Oui, j'aimerais bien. Ça veut dire que j'ai trouvé, justement, à propos des festins de Casanova, que l'une de ses grandes spécialités, c'était de lier les plaisirs de l'amour aux plaisirs gastronomiques. C'est ça. Donc, il avait, par exemple, des méthodes, d'ailleurs, enfin, des méthodes qu'il avait apprises avec des libertins français, qui étaient à Venise. Donc Berni, qui était quand même un grand libertin lui aussi, avait une nonne, et c'est avec cette nonne enfin que Casanova s'est trouvé en liaison amoureuse. Et là, ça consistait à allier les plaisirs de la bouche aux plaisirs enfin, proprement dit et sexuels. Et donc l'une de ces pratiques, c'était de lier les huîtres là, avec du champagne, mais manger dans la bouche de la bien-aimée. Donc elle avait appris à lui-même, il avait appris ça avec cette nonne de Muran, qui était une amante enfin, de Berni, et qu'il ignorait d'ailleurs à l'époque. Enfin, c'est un fait qu'il a appris plus tard. Mais donc, il avait appris à manger des huîtres dans la bouche d'une femme bien-aimée, et puis faire des échanges à la fois sexuels et gastronomiques. Et puis après, il avait répété. Donc, à son tour, c'est lui qui a appris à des femmes qu'il courtisait, et il n'était pas toujours réussi d'ailleurs, il n'a pas toujours réussi, enfin, toutes ses séductions. C'est un préjugé et une légende, enfin, que c'est un séducteur qui a toujours réussi, et pas du tout. Donc, il a appris ça à plusieurs femmes, parfois à plusieurs à la fois, et c'était l'une de ses grandes spécialités. Et donc là, j'ai réuni 6 épisodes de l'histoire de ma vie, donc de ses mémoires, où il revit ce plaisir, si on veut, avec des femmes différentes, enfin, avec de nouvelles conquêtes, ou avec des femmes enfin, qu'il aurait aimé conquérir. Donc on peut dire qu'il était dans la double orthographe que ces mots peuvent revêtir, amoureux de la bonne chair, chère et chère, oui, ailleurs ou accent grave, oui, la bonne chair, c'est ça. Oui. Alors, il se fait que, bon, il y a comme ça une classification de certaines perversions, mais ici peut-on parler de perversion, peut-être pas, mais est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser un terme qui, à ma connaissance, n'existe pas, mais que tu vas peut-être me démentir, mais de la même manière qu'on peut parler de zoophilie, est-ce que dans ce cas-ci, on pourrait parler de gastrophilie, pour essayer de trouver un mot qui ne soit pas celui de gastronomie que l'on connaisse, mais qui lie à la fois l'amour, au sens de philia en grec, et justement l'estomac, c'est-à-dire voilà, la gastrophilie. Donc je ne sais pas si ce terme a du sens, mais et si peut-être il n'existe pas, je suis peut-être en train d'inventer un néologisme, la gastrophilie. Voilà. Ah, mais c'est très bien trouvé, là, je suis d'accord que la gastrophilie, chez lui, et ça c'est dans tous les sens, c'est ça, qui définit. Très bien. Voilà. Parce que la convivialité, l'intimité, donc tous les plaisirs, enfin, mis ensemble, c'était absolument son genre. Donc, on peut voir ça dans plusieurs épisodes très, très intéressants, là, de ses mémoires. Et alors, le livre que j'ai dans les mains, c'est un livre quoi? Parce que comme je ne connais pas le hongrois, c'est Casanova à Venise ou quelque chose comme ça? Enfin, c'est La Venise de Casanova. La Venise de Casanova. Et c'est un guide littéraire.
auquel tu as contribué ou dont tu es l'auteur? Ah non, mais c'est moi qui ai fait tout à fait le choix des textes, et les commentaires et les notes. Voilà. Donc c'est chez un éditeur hongrois, donc Atlantis, je vois. Atlantis, c'est l'Atlantide, c'est ça. L'Atlantide, en 2010, je le montre. Oui, complètement. Bon, ça c'est une série qui est sur le modèle allemand. Oui. Parce que c'était quand même un sujet à exploiter, réunit là les textes d'un auteur qui était tout à fait à son aise dans une ville. C'est pas forcément sa ville natale, mais c'est quand même la plupart du temps. Donc il y a Prague en rapport à Kafka, ou bien Berlin pour Walter Benjamin, et puis la Venise de Casanova, parce que c'était vraiment le centre de sa vie. C'est ça. Et donc, et dans les mémoires, et dans la correspondance, et d'autres écrits, on trouve vraiment des descriptions et des histoires, enfin, qui se rapportent tout à fait à Venise. Donc, on pouvait regrouper toutes sortes de sujets, que ce soit les courtisanes, ou que les casinos, par exemple, la loterie, ou d'autres sujets, enfin, plutôt les jeux du hasard, avec le ridotto, la redoute, on peut le dire aussi. Donc il y a tout un guide littéraire que nous avons construit, mais c'est moi qui ai fait le choix de texte, absolument. Là, par exemple, pour des gens enfin, qui vont à Venise et qui veulent suivre les traces de Casanova. Ça existe d'ailleurs, enfin, il y a des visites proposées à Venise pour la fuite des plombs de cette prison ou d'autres. Mais ça, c'est quand même un itinéraire symbolique que nous avons reconstruit sur la base de ces textes. Et c'est assez intéressant de voir comment on mangeait, comment on faisait la cour, comment on s'habillait. Parce que là aussi, les carnavals, les masques, les festins et tout ça, ça fait partie de l'image de Venise, enfin, qui est absolument envoûtante. Je te propose de passer maintenant au deuxième sujet que j'avais annoncé dans l'introduction. Tu es avant tout quand même une philologue, tu es une littéraire, ouais, bien entendu, mais tu es amoureuse de la langue au sens littéral. Et comment as-tu procédé pour choisir les textes que tu voulais traduire? Comment as-tu procédé dans tes traductions? Y avait-il des fils directeurs? Je crois que l'ouvrage que j'ai devant les yeux est une traduction, justement. Voilà. Oui. Alors, donc, si tu peux traduire le titre. Tout à fait. Et ça veut dire les amours du début et de la fin. Voilà. Et ça fait partie d'une série ou c'est... Donc, c'est une traduction sur cette thématique-là. Tout à fait. Mais disons que là, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Ça veut dire que la traduction intégrale des manuscrits authentiques de Casanova, oui, ça n'existe pas en hongrois. C'est ça. Ce serait une entreprise, enfin, trop audacieuse, là, pour un éditeur hongrois. En tout cas, il y a plusieurs enfin, qui se proposent d'essayer, mais pour le moment, ce n'est pas réalisé. Ça veut dire qu'il y a eu une traduction intégrale des mémoires au XIXe siècle, mais c'était sur la base d'une version réécrite. C'est ce qu'on appelle la version Laforgue, et qui est vraiment, qui n'est pas le texte authentique. Et puisque là, les manuscrits n'ont pas été publiés pour la première fois qu'en 1960, entre 60 et 62, là, par Brockhaus qui possédait les manuscrits très vite là, après la mort de Casanova, parce que neveu là a vendu pour en faire un peu d'argent. Mais donc Brockhaus avec plomb a publié pour une première fois, et c'était une révélation, en 1960 et jusqu'en 62. Là, c'est la version intégrale maintenant, enfin, qu'il faudrait traduire, mais pour le moment, c'est impossible. Enfin, c'est les lois du marché, enfin, il y a plusieurs critères, enfin, qui en décident. Donc, nous avons procédé avec le même éditeur
qui est Atlantis, a des recueils de textes. C'est ça. Donc, alors, sur quels critères choisir les meilleurs textes? Il y avait déjà, j'ai un prédécesseur qui ne pouvait pas connaître cette édition intégrale, parce qu'il y en a maintenant plus intégrale, oui, mais c'est une histoire compliquée. Donc quelqu'un, un grand essayiste et traducteur de l'entre-deux-guerres, donc, qui a fait un choix de texte, mais qui a été enfin exécuté, enfin il est mort dans un camp de concentration, et nous avons découvert ces traductions en tapuscrit. Et c'est moi enfin qui les ai édités avec des commentaires et tout, et puis nous avons commencé dans la même lignée. Ça veut dire que selon quels étaient là nos points de vue pour présenter un peu les mémoires, mais à travers un voyage, si l'on veut bien, c'était enfin l'intérêt là des épisodes. Et c'est pas uniquement les amours, hein, mais il y a aussi la loterie, il y a la fuite des plombs, il y a aussi par exemple les traits caractéristiques de la République de Venise, du point de vue commercial ou bien même politique, qui montrent bien que c'était déjà vers la dictature, enfin, qu'ils se sont orientés à l'époque de Casanova. Donc nous avons fait plusieurs recueils de textes, et puis avec un autre éditeur j'ai continué. Et notre méthode, c'était de choisir des épisodes et puis relier un peu par les commentaires les épisodes successifs pour que le lecteur puisse se faire une idée de l'ensemble qui n'est pas accessible. Et je dois dire que ça, c'était très réussi. Donc, les premières éditions ayant été épuisées, il y a déjà plusieurs qui ont été enfin rééditées, et que ce recueil aussi a pas mal de succès. Et alors là, j'ai essayé de montrer comment Casanova, très jeune, mais vraiment à l'âge de 16-17 ans, là, a été initié là, à l'amour et au libertinage. Parce qu'il y a le côté philosophique. Et c'est ce qui donne enfin beaucoup plus d'intérêt aussi là, à ces histoires d'amour, qu'il a été initié justement par cette nonne, qui était une amante là, de Berni, et qui lui a apporté enfin toute une tradition italienne, mais surtout française, là, de libertinage, avec une bibliothèque, avec des procédés, avec des idées. Enfin, mais au fond, sur le plan philosophique, il était athée, agnostique, religieux, parce que tu parles de libertinage. Or, quand on pense au XVIIe siècle, je ne parle pas du XVIIIe siècle, oui. Quand on pense au libertinage, au libertinisme, on pense aux esprits forts comme Cyrano, Bergerac, enfin d'autres oui. Encore, à Gassendi, Naudet et d'autres bien sûr. Oui. Et est-ce que donc il est libertin en double sens du terme, à la fois sur le plan amoureux, c'est-à-dire qu'il a des mœurs assez libres, oui. Et aussi par rapport à une forme d'anticonformisme par rapport à, on pourrait dire, je sais pas l'idéologie, enfin peut-être pas l'idéologie dominante qui est à ce moment-là quand même oui. Caractérisée par, je sais pas, l'absolutisme, une religion dogmatique et le catholicisme. Quelles sont ces idées philosophiques? Ah oui, donc il se voulait philosophe, tout oui. À fait. Donc à la fois libertin... Ces idées, et par rapport à, sur le plan métaphysique, si je puis dire, est-ce qu'il croit ou pas en Dieu? Est-ce qu'il a une position de retrait parce qu'il craint, parce que en Venise, c'est quand même pas... Tu parlais de l'Inquisition tout à l'heure, vaut peut-être mieux être en retrait et ne laisser rien paraître du tout. Est-ce qu'il laisse paraître quelque chose de cela? Ou au contraire, on ne sait rien? Voilà, c'est une question que je te pose. Tout à fait. La question est très intéressante, parce qu'il n'est pas athée, très loin de là. Il s'est occupé pendant très longtemps, pendant toute sa vie en fait, de questions, de dogmes, des problèmes de théologie et tout, et il était tout à fait porté sur sur les idées éclairées. Et donc Voltaire, Rousseau, là il les connaissait, il était un érudit. Vraiment, enfin, il avait une culture
D'accord, mais par contre, des gens oui, comme mais... le baron d'Holbach, la Métrie, qui sont des athées ou Diderot, là c'est pas ça, c'est pas son genre, c'est ça. Non, c'est un escroc, quand même, un aventurier, oui. Un aventurier professionnel, oui. mais qui a un rapport avec Dieu très complexe. Ça veut dire qu'il est très porté là sur les idées éclairées, par exemple sur Voltaire. Il y a beaucoup d'idées philosophiques qui le hantent. Mais en même temps, il a peur. Donc, il veut avoir une sorte de compromis avec le bon Dieu. Et c'est très, très drôle en quelques occasions que, par exemple, il y a une histoire là où il essaie de tirer beaucoup d'argent d'un paysan super riche en lui faisant croire qu'il y a des trésors enfouis dans ces domaines. En même temps, il y a la séduction de la fille, qui est vierge et qui lui plaît beaucoup, mais à un certain moment où il arrive, il se munit là d'accessoires, donc il achète un couteau qui aurait des qualités absolument magiques, là, et il arrive là à un moment crucial où il faudrait trouver là le trésor, et il y a une tempête, mais une tempête vraiment exceptionnelle, et il est pris vraiment d'une frayeur, mais incroyable, en croyant que le bon Dieu a eu assez de ses manipulations et de ses manœuvres, et il prend la fuite. Il laisse trésor, argent, fille et tout, et puis donc il essaie de trouver en disant que c'est un pragmatisme en même temps. Il dit par exemple que là, il faut trouver des ententes. Là, et avec le pouvoir, il était très opportuniste. En fait, il n'aimait pas la Révolution française. Il aurait bien aimé être grand seigneur. Donc, dans ces négociations, pour ainsi dire, avec Dieu, il pense que c'est très très bien d'avoir un point de vue métaphysique et de ne pas trop risquer non plus. Et en même temps que c'est du point de vue pragmatique, c'est très bien, par exemple, de se recueillir, parce que là, on se repose, on ramasse toutes ses forces, et renforcé par la foi, on repart beaucoup plus fort dans de nouvelles aventures. Donc c'est pas le Don Giovanni de Lorenzo da Ponte de Mozart, non. C'est pas du tout ça, qui lui va jusqu'au bout, et affronte et finit dans l'enfer, parce que jusqu'au bout il a refusé de se plier à un ordre divin, et jusqu'au bout il nie. Pas du tout, c'est un négociateur, c'est un affairiste, quoi. C'est pas quelqu'un qui est carré. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais enfin, la préface, par exemple, il a rédigé plusieurs préfaces là, à ses mémoires. Et là, enfin, il développe ces idées qui sont très, très intéressantes de ce point de vue-là. Ça, c'est très bien étudié d'ailleurs par plusieurs casanovistes. Mais par rapport à Don Giovanni, il a d'autres relations aussi. C'est qu'il était très ami et c'était une amitié un peu quand même perturbée avec Lorenzo da Ponte. Donc quand il était dans son exil ou à la fin de sa vie à Duchcov, à Dux, qui est en Bohême, et il était le bibliothécaire du comte Waldstein, avec qui il a pu se lier, c'est presque sûr, là, par des loges maçonniques, parce qu'il était tenté aussi par le maçonnisme, donc par la franc-maçonnerie. Donc là, il avait collaboré au livret de Don Giovanni. Mais donc il y a des manuscrits qui sont restés, que Lorenzo da Ponte a fait appel à Casanova. Il connaissait Mozart, il a assisté, qui était maçon, et il avait rencontré pas mal de francs-maçons à Vienne. C'est ça, oui. Parce qu'il est passé aussi par Vienne. Donc il y avait tout ce milieu-là qu'il connaissait très bien, et il avait rédigé des manuscrits qui n'ont pas été finalement utilisés dans le livret définitif, mais en assistant aux répétitions, etc. Et alors là, c'est les paysans et ce côté-là qui l'intéressait.
Et il n'était pas d'accord du tout là sur le vrai libertinage philosophique athée, radical. Et non, pour lui, c'était trop audacieux. Et est-ce qu'il a quelques, comment dirais-je, est-ce qu'on peut faire une comparaison ou pas du tout avec évidemment les personnages des Liaisons dangereuses de Laclos? Je pose la question parce que tout ça c'est quand même la même époque, donc c'est 1782 je crois, la publication de Laclos, voilà. Donc est-ce qu'il a de près ou de loin il a quelque chose qui ressemble à Valmont ou pas du tout? Qui lui est un personnage tout à fait cynique comme la marquise de Merteuil, ce sont des personnages cyniques. Est-ce qu'il a un côté cynique, Casanova? Oui, mais... Parce que tu dis que c'est un escroc, donc quelque part, enfin, escroc et... Enfin, je ne sais pas, je te laisse répondre. Voilà, ça aussi, c'est compliqué. Oui. Ça veut dire qu'il a des côtés, mais enfin, de petites ressemblances avec Valmont, mais ça, c'est du côté de l'amour-passion. Ça veut dire que si Valmont succombe, c'est que quand même il se laisse tenter là, par les sentiments. Oui, c'est ça. Et que Casanova n'était pas un vrai libertin. Il a vécu de très grands amours passionnels. Réels, donc, oui. Réels, et qui se terminaient très mal. Il faut dire que dans ses amours, et là, il était un peu un parvenu quand même. Enfin, qui a été fasciné par les aristocrates. C'est ça, voilà. Et là, il n'avait pas de chance. Ah ben non. Parce qu'on l'a pris, pour un amant et pour une certaine période. Mais après, on l'a congédié. Et il y a 2, 3 grandes histoires d'amour. Il est vraiment un amant malheureux. C'est ça. Et ça, ces déceptions qui sont... et les raisons, peut-être, sont tout aussi sociales que sentimentales. Et un libertin ne se laisse pas aller, là, à des passions. Donc, ces amours, enfin, ces déceptions et tout ça, ça l'éloigne vraiment du vrai libertinage philosophique et amoureux. Et ça fait que on pourrait faire, et j'y ai pensé assez tôt, de faire connaître Casanova comme un amant malheureux. C'est ça. Parce que là, il y a plusieurs épisodes, même très célèbres, mais qui n'ont pas été interprétés tout à fait dans ce sens-là. Que c'est de grandes émotions, vraiment. Enfin, et qui l'ont conduit à des périodes de dépression. À une très grande dépression, oui. Mais il avait une vitalité quand même, enfin, sans pareil, hein, et qui l'ont fait sortir là de ces déceptions et dépressions. Donc il y a Est-ce que quelque part, par certains aspects, bon, je sais très bien que tout ça est assez formel et vu de loin, mais est-ce qu'il annonce certains éléments aussi pré-romantiques? Ah oui, on peut dire qu'il y a du romantisme aussi dedans. C'est ça. D'ailleurs, il y a... quoi, la Rousseau alors c'est quand même pas Werther, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça va pas jusqu'au suicide. Si. Il a été tenté par le suicide une fois. Ça, c'est l'épisode de Londres, là, l'épisode avec la Charpillon. Oui. D'ailleurs, ça, c'est un sujet que Buñuel avait traité dans un film. Cet obscur objet du désir. Ah, mais ça va nous amener tout de suite d'ailleurs au point suivant, qui est Casanova et le cinéma. Oui. Donc, ça a été exploité et traité par des cinéastes très importants, dont Buñuel est le plus important. Ah bah oui, donc, dans sa trilogie, là, cet obscur objet du désir est basé sur un scénario qui s'inspire de cet épisode de Londres. Ah, d'accord. Et où une petite prostituée, la Charpillon, surnommée la Charpillon, a vraiment fait de lui un clown, un pantin. D'ailleurs, il y a un roman aussi qui a été écrit, La femme et le pantin. Et donc, on a fait un film américain avec Marlène Dietrich, puis Buñuel, avec 2 actrices dans ce film. Et tout dernièrement, un film de Benoît Jacot,
enfin, reprend ce sujet avec Vincent Lindon, là, dans le personnage de Casanova, où il est vraiment la risée de tout le monde. Donc, publiquement, une petite prostituée lui tire de l'argent et ne se donne jamais à lui. Et c'est en plus en public, enfin, devant des spectateurs, enfin, qui rigolent et qui se moquent de lui. Donc, il essaie de se venger par un perroquet. Mais enfin, n'empêche que ce soit vraiment un amour complètement sans espoir, et il devient amoureux. Est-ce que parce que justement, on va aborder maintenant cette question de Casanova et le cinéma, est-ce que tu es parti en fait des tout premiers films sur Casanova? Est-ce que tu traites entre autres du film de Fellini? Pas du tout, ou pas? Enfin, quelles étaient tes lignes de recherche quand tu as commencé à travailler sur ce sujet-là, et où t'ont-elles conduit? Parce que parfois on a des hypothèses de départ, on a certaines voies, et puis la recherche t'amène vers des sentiers qui n'étaient pas imaginés au début. Tout à fait. J'étais obligée. Par le fait que le premier film tourné sur Casanova, c'est un film hongrois. Et c'est un certain... de quand? De 1918. Ah, oui. Et ça, c'est dans toutes les bibliographies d'ailleurs. Mais enfin, le film, qui est un film muet, forcément, là, ne nous est pas parvenu là, dans l'intégralité, mais il y a à peu près une quinzaine de minutes. C'est ça. En tout, enfin des fragments, des bribes et tout. Mais c'est une histoire absolument passionnante. Ça veut dire qu'en 1918, il y avait une industrie cinématographique en Hongrie qui était tout à fait florissante. C'est ça. C'était avant la République des Soviets. Aussi, ah, oui, la République des Soviets, enfin, il y a eu ça aussi. C'est après, enfin, que beaucoup de cinéastes comme Korda et c'est pendant cette période de 3 mois, à l'époque de Béla Kun, qu'il y a eu une très grande effervescence. Pour l'art, parce que d'une manière générale, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ah oui, oui. Je sais que par exemple, c'est à cette période-là, je crois qu'il y a eu un intérêt aussi, ou la création d'une chaire, la psychanalyse, je crois, pendant la période de Béla Kun, je crois aussi. Oui. Non, mais enfin, les années avant 1900... que le couvercle se referme avec... Ah oui. Très vite, ça a duré 133 jours, et il y avait des antécédents, évidemment, mais après, enfin, beaucoup ont émigré, et il y a un certain Alfred Deji, enfin, qui a participé à tout ce mouvement-là. Et il y avait des juifs parmi ceux-là, parce que souvent, dans le cinéma d'Europe centrale, il y avait quand même beaucoup de juifs d'une manière générale qui sont partis aux États-Unis, où évidemment il y avait plus de possibilités pour s'épanouir. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc Michael Curtiz, enfin Curtis Mihai, ou Alexander Korda Chandor, c'était des juifs. Ou même György Lukács, donc Georges Lukács. C'était des juifs, enfin, qui étaient tentés par ces mouvements-là, par cet horizon bolchevique ou communiste ou socialiste, enfin, là aussi c'est complexe. Mais justement, enfin, mon personnage, cet Alfred Deji, n'est pas juif et n'est pas communiste là au sens propre, idéologique. Non, mais il est quand même dans cette vague. Qui est très importante, et donc il est tout aussi intéressé par le sens commercial, donc par le profit enfin qu'on peut tirer d'un film sur Casanova, qui avait déjà des légendes et qui était un personnage très connu là dans toute la monarchie austro-hongroise et puis dans cette région en général. Donc il réalise en 1918 un scénario où Casanova sort de son tombeau à Dux, donc à Duxov, là, qui est une sorte de bout du monde, en quelque sorte par rapport à ce qui se passait à Paris, à Vienne et dans les grandes capitales, et qui revit, mais à travers des époques modernes. Et c'est une tentative très intéressante, parce que donc il passe
par des étapes où c'est le 18e siècle, Léla du Barry, puis après le 19e, des industriels qui ont des filles qui sont séduites là, par Casanova, et puis après il va presque à la fin du 19e siècle avec des amours, et puis il trouve, et là il a très bien perçu là, cette tendance amoureuse, de côté passionnel, émotionnel là, du personnage, parce que là il trouve enfin la femme de sa vie, mais cette femme meurt, enfin, dans des conditions enfin, assez dramatiques, et alors là il rentre dans son tombeau. Donc il y a là une sorte de structure circulaire, mais c'est le grand séducteur amoureux aussi. Donc ce n'est pas faux. Et chez Fellini, c'est beaucoup plus faux, là, par exemple, de faire un macho, un séducteur cynique, là, de Casanova. Et chez cet Hongrois-là, enfin, ce Hongrois qui mais sur le plan formel, il y a très belles images quand même, hein, chez Fellini. Ah oui, le plan formel, des éclairages, des rapports, oui, des clairs-obscurs et des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, qui, par rapport aux mémoires et à une vérité historique, n'est absolument pas... C'est ça. Il était jaloux là de Casanova, parce que lui, en tant que séducteur, il se sentait concerné, et c'était une commande. C'était pas lui-même, enfin, qui a eu l'initiative de vouloir faire un film sur Casanova, mais c'était pour gagner de l'argent, et donc... Mais alors, Deji voulait gagner aussi de l'argent, mais il était complètement, fasciné par le personnage, et ces épisodes-là, et puis le grand amour, donc finalement, il fait aussi un grand séducteur, enclin aux passions, qui préfère retourner dans son tombeau après avoir perdu la bien-aimée, qui est la vraie. C'est ça. Et tu as travaillé sur d'autres films aussi? Non, c'était sur ce film-là en particulier. Quand même, enfin, je me suis intéressée à d'autres. Oui, bien sûr. Mais là, j'ai fait des recherches approfondies sur toute la carrière là, de ce cinéaste, puis le livret. Et c'est publié en français, ça, ou ça va être publié en français? Ça va être publié, parce que en là... français, je veux dire, pas lisible par... parce que là, l'année dernière, en juin dernier, à Paris, il y avait Jean-Christophe Galin et d'autres là qui ont organisé un colloque sur Casanova et le cinéma. Très grand sujet, très grande thématique. Et là, je suis intervenue, et les actes du colloque seront publiés, enfin sous forme imprimée, mais ça c'est pas encore sorti. Chez quel éditeur? Je pense que c'est les presses universitaires de Rennes, finalement, qui publieront, mais le livre n'est pas encore sorti. Donc c'est tout récent. Et là, il y avait enfin tous les côtés cinématographiques de Casanova, et ça c'est vraiment... c'est fantastique, pour ainsi dire, parce que tous les grands acteurs ont voulu que ce soit pas seulement Marcello Mastroianni, mais aussi Vittorio Gassman et Alain Delon, etc. Donc, il y a eu vraiment de très grands acteurs, enfin, qui étaient tentés, là, comme Vincent Lindon, mais ça, c'est pas une réussite, tout dernièrement. Donc, mais il y a aussi la bande dessinée, enfin, il y a tous les genres. On identifie difficilement Vincent Lindon dans ce rôle, parce que les rôles qu'il a joués ces derniers temps, c'était... Du coup, on avait une image de Vincent Lindon dans d'autres types de rôles, et donc quelque part, quand on le regarde, c'est en déphasage par rapport à ce qu'il a joué, et donc on est un petit peu en décalage. Oui, mais c'est peut-être la raison pour laquelle il a voulu sortir là. Voilà, c'est ça, de la lutte des classes, mais il a fait d'excellentes choses, parce que très bon film. Des films remarquables, donc... Tout à fait. Enfin, le personnage qui s'est engagé dans un mouvement social, tout à fait, oui. Et là, il a voulu, mais bon, ça c'était... Alors, ça nous amène tout de suite à parler des mythes et des légendes tournant
autour donc de Casanova en Europe centrale. Bon, on était dans la fiction avec le cinéma, ou en tout cas un certain regard qui a été porté par au moins un cinéaste hongrois au début du XXe siècle. Maintenant, mythes et légendes autour donc de Casanova en Europe centrale, donc dans le cadre de la monarchie austro-hongroise de la deuxième moitié du XIXe siècle, ou tu remontes encore plus haut dans tes analyses? Je remonte encore plus haut. Donc avant l'Empire d'Autriche-Hongrie, donc... Oui, mais l'âge d'or, c'est quand même la monarchie austro-hongroise. Donc la deuxième moitié du XIXe, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est ça. Et alors là, et même depuis là, on peut dire que là, dans tous les genres littéraires, musicaux, dans les beaux-arts, dans toute la créativité, la création artistique, Casanova est un personnage central. D'ailleurs, dans la langue aussi, ça s'est passé comme un nom commun. C'est un Casanova. Il y a énormément de films et de romans aussi, de nouvelles et tout. Et quoi, Casanova, leur concurrence, le terme Don Juan qu'on utilise souvent. C'est ça. Aussi. Ça veut dire, mais quand même, on voit au sens de cœur volage, un séducteur, qui ne reste pas fixé dans un mariage ou dans des instituts, qui ne s'installe pas, pour ainsi dire, pour vivre là jusqu'au bout là, ses amours. Mais il faut dire que ça, c'est vraiment une hantise de cette Europe centrale. Donc, c'est tout aussi bien Vienne, Prague, Budapest, des Tchèques, des Hongrois, des Autrichiens, des Allemands aussi, mais qui sont complètement attirés par ce personnage. Et moi, j'ai risqué une hypothèse, pour dire pourquoi, par exemple, les Hongrois, et moi personnellement, nous avons organisé un grand colloque international bien avant la mode Casanova, donc avant Philippe Solers et d'autres grands noms qui se sont intéressés après le bicentenaire de sa mort, donc après à l'année 1998, quand il y a eu une grande mode, puis l'entrée des manuscrits à la BN, ça a encore augmenté la curiosité et l'intérêt. Et ça veut dire que d'après moi, il y a une frustration là, dans ces pays-là qui a construit la légende de Casanova et de Venise, mais un peu sous l'emblème du carnaval, les masques, les jeux de rôle, et puis le savoir-vivre, l'art de vivre. Donc j'ai comparé par exemple les autobiographies, les confessions, les mémoires de la littérature hongroise du XVIIe, XVIIIe siècle pour aboutir à une conclusion, hypothétique aussi quand même, que les mémoires de Casanova, ça tire sa force attractive de cette frustration qui consiste à dire que nous, on ne sait pas vivre, ici c'est des guerres, on est au carrefour des civilisations et des cultures où on ne peut pas bien vivre et on ne connaît pas l'art de vivre. Et donc Casanova est devenu le symbole là, du bon vivant, de celui-là qui va de fête en fête, et c'est vraiment le plaisir dans tous les sens du mot qu'il incarne, et c'est comme ça qu'il y a des opérettes, un opéra, les romans et tout. Et c'est ce désir-là de vivre vraiment en pleine, dans sa plénitude, là, tout ce qu'il y a comme joie et comme amour, par exemple, on a construit la légende du passage de Casanova à Buda. Il n'est jamais venu en Hongrie. Bon, il y a l'ancienne Hongrie, là, donc d'avant les traités de Trianon, et il est vrai qu'il est allé une fois à Pressbourg. Donc, ça c'est Bratislava actuellement, oui. Et c'est Pressbourg et Pojogne. C'est ça, oui. Et là, il est allé dans un casino et il a
elle a bien plumé, pour ainsi dire, un seigneur hongrois qu'on essaie d'identifier, mais enfin, l'essentiel, c'est pas là. Mais il y a une légende comme quoi il serait venu à Buda. Il y a aussi une maison qu'on montre comme celle de Casanova à Buda, où il aurait séduit une fille qui était serbe d'ailleurs, enfin, selon la légende. Et finalement, ça c'est clair que c'est construit de toutes pièces. C'est un journaliste enfin qui a lancé l'idée, mais il y a des gravures, des images, des nouvelles, toutes sortes de... Quant à sa présence, c'est ça? Quant à sa présence, oui. En Hongrie et à Buda. Et ça veut dire que là, pas à Pest, mais ça c'est et même dans un endroit précis. Et il y avait une piano-bar, même sous le socialisme, dans la maison, enfin, qui est attribuée, disons, là, mais tout à fait par une volonté, par volontarisme. Là, à Casanova. Et c'est exploité touristiquement maintenant ou non, tu ne sais pas? Pas tellement. Non, parce que c'est le genre de choses, au contraire, qu'on essaye de garder pour lors d'un tour de la ville. On dit, ah ben voilà, cette maison aurait, pour essayer d'attirer les touristes. Non, c'est pas le cas. Le piano-bar n'existe plus d'ailleurs, mais donc c'est plutôt littéraire et artistique. Mais il y a énormément vraiment de choses. Il y a Maroi, donc il y a vraiment les grands écrivains du XXe siècle se sont intéressés à Casanova. Donc il y a Miklos Szentkuti par exemple, qui a lu les mémoires en allemand et qui a fait des commentaires là-dessus. Et puis c'est traduit en français, En marge de Casanova. Ensuite il y a Maroi, et ça aussi c'est traduit, La conversation à Bolzano. Un très bon roman, oui, mais c'est une fiction. Et puis il y a Crudi, enfin c'est peut-être pas, ça ne veut pas dire la même chose là aux étrangers, mais Gyula Crudi est un écrivain du début du XXe siècle et qui est tout à fait décisif et déterminant là pour toute une littérature, une grande littérature. Et il a créé le personnage du Sindbad le marin, qui est évidemment fait référence aux Mille et une nuits, mais qui est quand même vêtu là des traits de Casanova aussi. Donc le séducteur, enfin, qui est amant malheureux ou heureux, mais donc il y a un Sindbad hongrois et qui a été doté là de certaines caractéristiques du personnage, enfin, vu d'ici. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment lié à Casanova, c'est pas lié au mythe de Don Juan, donc c'est autre chose. Ah non, non, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment Casanova. Par exemple, parce que quand on voit le thème de Don Juan, ben depuis le XVIe siècle, voire avant, il part d'Espagne et puis il se répand, je ne sais pas combien de Don Juan ont été écrits, mais il y en a un nombre incroyable. Hein. On passe par Molière, on passe par l'Italie, on passe par le Don Juan de Byron, etc. Le personnage, le convive de marbre de Eichendorff, et des choses comme ça. Et donc, en fait, il y a toute une histoire, et ça continue, quoi. C'est jamais fini. Donc, c'est pas de cet ordre-là. Mais donc, en fait, c'est vraiment une légende au sens propre du mot, c'est-à-dire quelque chose qui combine des éléments réels, parce que Casanova a vraiment vécu avec des éléments fictifs, c'est ça une légende. Mais tandis que Don Juan, c'est davantage, c'est un mythe, c'est pas une légende, puisque Don Juan n'a pas existé. Donc là, la définition du mythe, c'est en fait un récit qui contient une explication de rites religieux, de l'origine de rites religieux ou d'organisation sociale. Donc Don Juan appartient plutôt au mythe, alors que ce dont tu parles appartient plutôt à la légende. Alors c'est bien ça. Ah, tout à fait. Donc c'est deux domaines séparés. Oui, oui, il y a un seul trait. Parce qu'ils n'ont pas la même fonction, c'est ça que je veux dire, ils n'ont pas la même fonction. C'est ça. Bon, Casanova quand même, enfin, banalement, c'est quand même le séducteur qui va de femme en femme. C'est ça. Mais à part ça, c'est tout à fait autre chose. C'est même une anti-Don Juan.
C'est un anti-Don Juan. Oui, oui. Donc, qui est quand même un amoureux, qui est lié émotionnellement et tout. Mais bon, dans la langue commune, c'est quand même un séducteur. Un séducteur qui quitte, qui abandonne, qui disparaît. Mais dans les arts, pas du tout. Là, c'est beaucoup plus profond. Et là, ça c'est vraiment une sorte de réalisation de désir inassouvi. De désir inassouvi. Et ça vaut tout aussi bien pour la littérature autrichienne, que tchèque et hongroise. Et ça, c'est d'une très grande qualité. C'est ça. Parce que je reviens avec Don Juan, parce que souvent, c'est difficile de penser à l'un sans penser à l'autre, même s'il ne s'agit pas de la même chose. Je pensais à l'étude psychanalytique Otto Rank a pu faire du mythe de Don Juan, où il explique en fait, parce qu'ici tu parles de désir inassouvi, et il explique en fait que Don Juan, d'un point de vue mythique, représente celui qui est toujours dans la puissance et qui ne peut pas être en acte. Hein, c'est-à-dire, c'est celui qui, il ne peut pas avoir cette période de repos entre deux actes sexuels, si je puis dire. C'est quelqu'un qui est toujours en puissance. Tu vois, c'est le puissant, donc d'un point de vue, voilà. Mais moi j'ai utilisé le mot de désir inassouvi au sens de la mentalité de la monarchie austro-hongroise. Donc de vivre à la vénitienne. D'accord, c'est ça. Comme les grands, les teen lovers. Et donc, le séducteur heureux et malheureux, mais qui vit pleinement une vie de plaisir. Et de malheur aussi. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait passer maintenant au dernier aspect de notre entretien, c'est-à-dire la réception de l'œuvre en Hongrie? Est-ce que tu pourrais, tu as un peu abordé quand même le sujet, hein, on a parlé des traductions déjà, on a parlé maintenant à travers le cinéma aussi, c'est quand même la réception de l'œuvre de Casanova aussi, et puis finalement à travers les mythes et légendes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus quant à la réception de cette œuvre de Casanova en Hongrie? Oui. Ça veut dire qu'il y a une très grande demande, et depuis le 19e siècle, qu'il y a déjà eu donc une traduction entre guillemets intégrale au 19e siècle, parce que les gens s'intéressaient tellement là, à ce sujet, et que ça continue. Donc il y a tout le temps des entreprises éditoriales, et que ça rencontre un grand intérêt du public. Et que c'est dans tous les domaines, que par exemple en sculpture, dans les beaux-arts, il y a beaucoup d'artistes par exemple, qui ont fait des bustes, des dessins. Et comment expliquer ça spécifiquement au début du XXIe siècle? Est-ce qu'il y a une explication, je dirais, liée à l'actualité hongroise, à sa position je ne sais pas, j'essaie de comprendre en historien, puisque je suis historien, donc moi c'est le point de vue qui m'intéresse, j'essaie de comprendre le pourquoi. Est-ce que le personnage, au fond, s'il fascine à un certain degré une partie en tout cas de la population, enfin des intellectuels et des artistes, est-ce qu'il renvoie à quelque chose dont les Hongrois se sentiraient frustrés ou qu'ils désirent? J'essaie d'essayer de comprendre le pourquoi. Peut-être aussi que le personnage de Casanova rencontre aussi un grand succès dans d'autres pays, d'ailleurs, de manière comparative. Je ne sais pas si tu pourrais nous éclairer un petit peu par rapport à ça. Mais quant à la première hypothèse que je formule, spécifiquement en Hongrie, est-ce qu'il y aurait quelque chose chez les Hongrois, aujourd'hui, qui, dans leur Casanova, rencontrerait quelque chose de conscient ou d'inconscient par rapport à quelque chose que je ne peux pas nommer, puisque j'ignore ce quelque chose. Oui, je pense qu'il y a là des fantasmes, et que ça correspond tout à fait à un désir de fuite, de quitter la réalité. Voilà, d'accord. Et donc de sortir vers un imaginaire. Et quitter le pays aussi. Et quitter en réalité, il y a beaucoup de parce que c'est justement des intellectuels et peut-être des artistes aussi qui partent. Et donc, quelque part, il correspond à l'image peut-être d'un certain nomade qui, justement,
dans un pays où, voilà, où quand même, qui est devenu comme tous les pays d'Europe occidentale, bon, où la sédentarité est la règle, parce que les gens vivent dans les villes, à la campagne, où les nomades, bon, peut-être à part les tziganes, mais qui sont peut-être eux-mêmes sédentarisés. D'ailleurs, en Hongrie, je ne connais pas très bien la situation. Justement, c'est ce besoin de retrouver cette notion de voyage, je ne sais pas, j'essaie de, et qui est un besoin fondamental, d'autant plus que la Hongrie est un pays enclavé par des terres, ce n'est pas un pays qui a une façade maritime, et donc est-ce qu'il n'y a pas cet aspect aussi au cœur de l'Europe, parce que la Hongrie est vraiment au cœur de l'Europe, c'est presque le centre, enfin je ne sais pas si c'est le centre géographique, mais presque en tout cas, est au cœur de l'Europe, et voilà, c'est un pays entouré d'autres terres. Et voilà, alors qu'à l'origine, ben, les Hongrois, ce sont quand même dans l'histoire, ce sont des gens qui sont arrivés en Hongrie. Je veux dire, ce sont au départ des nomades et des voyageurs qui se sont sédentarisés et fixés dans cette région-là. Mais à l'origine, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Ce sont des hypothèses que je formule maintenant. Mais moi aussi, je pense que là, il y a ce désir de retrouver la liberté par le voyage, par les aventures, par cette... Et puis ce sentiment en or là, des carnavals, des fêtes, de vivre un peu comme on ne peut pas vivre ici en fait. Et donc, et ce serait une réponse alors à la situation politique où les Hongrois, comme d'autres pays d'Europe centrale, ont été dans une prison quand même à l'époque, avant 89, à l'époque du régime communiste, et puis après, ben, comme d'autres pays de cette région d'Europe, ben, cherchent sa voie, et puis finalement c'est la voie nationaliste qui prend le dessus pour l'instant en tout cas, et donc finalement on se retrouve dans un ici, et où le au-delà n'est pas présent, n'est pas vraiment exprimable, d'où ce besoin par la fiction, par la littérature, de s'échapper, comme tu le disais il y a quelques minutes. Voilà. Dans l'imaginaire, mais qui serait lié aussi à une situation géopolitique, au fond, depuis au moins le milieu du XXe siècle, c'est ça. Ben, on peut risquer cette hypothèse. Que c'est une sorte de satisfaction ou que le désir naît de cette réalité enfin qui n'est pas satisfaisante et qui ne fait pas plaisir, et donc on essaie de fuir vers d'autres univers imaginaires enfin, qui peuvent offrir une sorte de satisfaction. Et il est l'image de l'homme libre, au moins dans la sphère du symbolique. Oui, du symbolique. Et ça, c'est sûr que Casanova est peut-être beaucoup plus important là, dans cette région-là, et à en juger par les casanovistes, et surtout par le fait que nous nous sommes mis à s'intéresser à Casanova beaucoup plus tôt que la France et l'Italie, parce que ça c'est vraiment la fin du XXe siècle. Et maintenant qu'il est reconnu comme écrivain, et qu'il est étudié comme personnage, ça c'est vraiment très 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 tard, que les Français par exemple dans les années 80-90 ne savaient pas du tout que les mémoires ont été rédigés en français, et que ça fait partie de la littérature française. Et d'ailleurs, plusieurs participants de ce colloque de 95 m'ont posé la question, mais pourquoi les Hongrois, enfin, s'intéressent-ils tellement, les Tchèques aussi, enfin, on pourrait ajouter, les Autrichiens, mais on était à Budapest, au personnage de Casanova, et il doit être là indirectement, vraiment, un très grand désir de fuite vers tout ce qui est autre et tout ce qui est attrayant là par cette dorure-là du plaisir. C'est intéressant de voir comme ça quel est l'imaginaire de gens qui sont extérieurs à la Hongrie, qui ne connaissent pas sa culture, parce qu'il y a quand même le problème de la langue qui fait barrage. Et la Hongrie est vraiment un cas en Europe particulièrement, alors que, comment dirais-je, significatif, alors que pour les langues slaves, il y a quand même une parenté, ne fût-ce que dans la généalogie des langues, tandis que le hongrois, c'est vraiment au cœur de l'Europe, il y a un peuple
qui vient d'ailleurs, vraiment, qui vient d'ailleurs et qui a une culture, alors que nous sommes tellement proches des Hongrois. Je suis à Budapest, mais j'ai l'impression, enfin je vois pas, j'ai l'impression d'être en Europe occidentale. Et en même temps, c'est les autres qui sont nous-mêmes, parce que je ne me sens pas vraiment étranger quand je suis à Budapest, sauf que je suis bloqué par la langue, évidemment. C'est un problème essentiel, c'est la communication. Mais sous le plan culturel, bon, que ce soit la musique, à tout point de vue, la Hongrie, c'est vraiment le cœur de l'Europe, si je puis dire. Hein, et c'est ça, ce rapport de la Hongrie, ou plutôt des autres pays à la Hongrie, qui est aussi intéressant à voir comme ça. Et c'est intéressant aussi de voir ce que l'on peut projeter, au fond, sur sur des cultures que l'on ne connaît pas bien. Tu as parlé de cet étonnement des Français par rapport à l'intérêt des Hongrois quant à Casanova, mais quand on voit, ou quand on pense aussi à un personnage emblématique de légende, et là aussi c'est pas un mythe, pour la Roumanie, on pense à Vlad Tepes, c'est-à-dire à Dracula, alors qui est devenu un personnage emblématique, légendaire depuis Bram Stoker, mais qui est un personnage qui évidemment, c'est pas la Roumanie, quoi. Non, mais ce personnage du XVe siècle qui était en fait un vassal du sultan ottoman et qui était, voilà, cette idée de, bon, évidemment, ça renvoie à toute une série d'éléments cruels liés, voilà, aussi, comment dirais-je, et donc c'est intéressant de voir le regard que l'on porte sur les autres et qui est complètement en déphasage par rapport au vécu des gens eux-mêmes. Et je crois que c'est tellement important aujourd'hui, à l'heure où les nationalismes sont en train de s'installer, et de cette époque de repli sur soi, où les gens finissent par rejeter l'autre, et pas seulement ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais parfois ceux qui sont près de chez nous. Enfin, moi je plaide, et toi aussi je le sais bien sûr, on est profondément européen et aussi cosmopolite, enfin bon, parce que pour nous les frontières n'ont de sens que pour des raisons politiques, mais n'ont pas de sens sur le plan culturel, évidemment. Voilà, mais je crois qu'il faut essayer de plaider, et j'espère que par cet entretien qui consistait à voir un petit peu comment une Hongroise a pu travailler sur ce personnage, sur l'image de ce personnage, pas seulement sur son écriture, sur son écriture, mais aussi sur l'image, à travers le cinéma, à travers les légendes, etc. Je crois que c'est une bonne leçon, justement, d'ouverture et de réflexion sur, justement, les échanges culturels que nous sommes censés avoir et que nous devons avoir entre Européens, quoi, et au-delà d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de se limiter à l'Europe. Ça me paraît tout à fait essentiel. Je te remercie infiniment, Ilona, et nous allons nous revoir bientôt, comme tu le sais, dans un autre entretien sur un personnage du XVIIIe siècle également, qui est assez différent, bien qu'appartenant peut-être aux yeux de certains, mais sans doute vas-tu nous démentir, à une sphère assez proche, mais on va parler tout à l'heure donc du personnage du marquis de Sade. Je te remercie infiniment. Moi aussi, oui. Je suis tout à fait contente d'avoir pu parler de Casanova que nous aimons ici. Merci.